Nouvelles héroïnes. Quand je nage dans l'eau, j'ai vraiment l'impression moi-même d'être un poisson et de faire partie de cette grande famille. J'ai l'impression que j'adopte une nouvelle famille et que je fais partie de cette grande famille de poissons. Et donc, comme je fais partie de cette famille et que je les aime, ils vont pas me faire du mal. C'est un peu ma manière de voir les choses. Après, oui, les requins, c'est potentiellement un danger sur cette traversée de l'Atlantique. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. En fait, j'ai beaucoup de mal, surtout après une aventure, de me sentir fière. Même quand je regarde un peu les aventures précédentes, j'ai déjà du mal à dire que c'était moi et j'ai du mal à me sentir fière de ces aventures parce que je me dis toujours mais en fait c'est grâce aux autres et moi j'étais juste rien là-dedans. Enfin, j'ai vraiment du mal à ressentir cette fierté. Et donc là, je suis en train de beaucoup travailler un peu cette confiance en moi pour me dire comment est-ce que cette aventure qui va en plus durer très longtemps, comment est-ce que même déjà au milieu, quand on aura atteint la moitié, je vais pouvoir me dire mais en fait je suis déjà fière de ces premiers mois de nage et déjà je suis fière d'en arriver là. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Elle est une nouvelle héroïne qui a choisi de traverser l'Atlantique à la nage. Pas pour la gloire, ni pour battre le record, mais pour réveiller les consciences. Aujourd'hui, je t'emmène à la rencontre de Chloé Léger-Wittwood. Elle a 28 ans, elle est nageuse en eau libre et elle dit qu'elle est une éco-aventurière. Elle est amoureuse des grands défis collectifs, fondatrice de l'ONG Swim for Change et surtout, c'est une voix forte pour un sport qui a du sens. Elle a déjà traversé le détroit de Gibraltar, elle a descendu la Seine à la nage. Elle a nagé de Marseille à Barcelone pour sensibiliser à la pollution des mégots. Chloé n'a pas choisi la facilité. Elle a choisi le sens et c'est aussi ça, être une nouvelle héroïne. Bienvenue dans le monde surprenant des nouvelles héroïnes. Aujourd'hui, les pieds dans l'eau et l'esprit en éveil. Nouvelles héroïnes. Tu disais au tout début que quand tu étais en Chine, tu n'avais pas encore cette conscience environnementale. À quel moment il y a eu ce point de bascule ? C'était plus dans mon diplôme d'ingénieur. Et c'était dans mes études où j'ai pris conscience à un moment où je me suis dit, en fait, ce diplôme, il va m'amener vers un métier. Et ce métier, je peux ou faire beaucoup de bien avec ou faire beaucoup de mal. Je le voyais un peu d'une manière binaire comme ça, où je me dis, en fait... Et je me suis posé la question de quel type d'ingénieur en fait j'ai envie d'être. Est-ce que j'ai envie d'être quelqu'un qui va travailler dans des industries qui m'attirent pas trop, qui vont peut-être aussi développer des industries très polluantes, ou est-ce que j'ai plutôt envie d'utiliser ce cerveau pour essayer de créer des meilleurs produits, réfléchir à de la modularité, à de la réparabilité, à des choses comme ça. Et c'est pendant mon diplôme que j'ai pris conscience de l'impact, en plus en faisant des stages, tout ça, et aussi en voyant un peu l'impact de l'industrie, et se dire comment est-ce que je vais pouvoir, moi, me retrouver là-dedans, dans ce métier que j'ai envie de faire après. Et en école d'ingénieur, on vous sensibilise à ce côté good guy, bad guy ? Pas vraiment, surtout que nous, beaucoup d'entreprises qui venaient voir et qui voulaient nous recruter, c'était beaucoup d'entreprises d'automobiles. En Angleterre, il y a Jaguar Land Rover, il y a beaucoup d'entreprises comme ça. Et moi, je disais, j'ai pas du tout envie d'aller travailler pour des boîtes comme ça. Et en fait, à un moment, j'ai voulu postuler pour un stage pour travailler avec les ingénieurs sans frontières. Donc, qui, eux, vont aller faire des projets, souvent dans des pays en voie de développement, qui vont amener... d'électricité solaire ou autre dans des communautés qui sont très très loin de la civilisation. Et j'ai pas eu ce stage. J'étais en dernière étape, j'ai pas eu ce stage. Et j'étais assez frustrée de ça parce que j'ai vraiment envie de travailler sur un projet comme ça. Et donc j'ai décidé pendant mes études de monter une association qui s'appelait les Ingénieurs sans frontières, qui était une filiale en fait de cette grosse ONG mondiale, mais pour l'université. Et en fait, on organisait des événements pour les élèves pour qu'ils puissent travailler sur 24 heures sur un projet à impact. Et donc, on organisait un peu un hackathon de 24 heures. On avait plein de briefs de projets un peu dans le monde entier.
Et les élèves, comme ça leur donnait l'opportunité, en plus de leurs études, d'essayer de travailler sur d'autres projets. Parce que sinon, tous les autres projets sur lesquels on travaillait, c'était des moteurs de voiture, c'était de l'aviation, c'était des choses comme ça. Et j'avais vraiment envie que certains élèves prennent conscience qu'en fait, notre diplôme, il pouvait être utilisé pour autre chose. Et à quel moment, parce que ta première association s'appelait Zéro Mégot, est-ce que tu peux me raconter la genèse et pourquoi le mégot ? Quand j'ai fini mon master, quelques mois plus tard, en fait, on avait l'opportunité de faire la traversée du détroit de Gibraltar à la nage. Qui t'a donné cette opportunité ? C'est Mathieu. On s'est rencontrés quand je faisais mes études. On s'est rencontrés quand j'étais en 3e année. Donc en Angleterre ? En Angleterre. On était dans le même club de triathlon, toute rencontre autour du sport. Lui avait trouvé cette opportunité de traverser le détroit de Gibraltar. Il allait faire un tour du monde en vélo et en fait, il voulait vraiment essayer de ne pas prendre l'avion. Et donc, pour traverser jusqu'au continent africain, il s'est dit, est-ce que je pourrais le faire à la nage ? Il faisait un peu de sport aussi de son côté. Mais par contre, pour faire cette traversée, en fait, il y a 2 ans de liste d'attente. Et donc, quand il a postulé, il avait même oublié qu'il avait demandé d'être sur cette liste d'attente. Et 1 an plus tard, on lui dit, en fait, c'est ton tour l'année prochaine, tu as un slot en octobre. Et quand tu as l'opportunité et un slot pour le faire, tu as le droit d'inviter 3 personnes pour le faire avec toi. Mais ils prennent 4 personnes maximum par traversée. Et Mathieu, lui, avait proposé à plein de ses amis très sportifs, hommes autour de lui, tiens, j'ai cette place, est-ce que vous voulez venir faire la traversée du détroit de Gibraltar à la nage ? Aucun de ses amis avait dit oui. Il lui avait dit, mais c'est 17 km, c'est hyper long, je serais jamais prêt pour faire ça. Et nous, on commençait juste à se voir, on était au tout début de notre relation avec Mathieu. Et un jour, il me dit, je sais pas, toi, ça pourrait t'intéresser peut-être de faire cette traversée ? Et moi, j'avais même pas besoin de réfléchir. C'était un automatique, oui, bien sûr, je suis là. Et il me dit, mais t'es sûr, t'as pas envie de réfléchir ? C'est beaucoup, ça va être dur. C'est bon, c'est réfléchi, je suis là. Et donc, on a réussi à faire cette traversée du détroit de Gibraltar. C'était en octobre 2019, avec tous les péripéties qu'il y avait autour de cette aventure, bien sûr. Concrètement, quel est ton équipement quand tu traverses à la nage la mer ? La mer. On traverse du sud de l'Espagne jusqu'au nord du Maroc. Donc, on traverse vraiment entre l'Espagne et le Maroc. Il y a 2 bateaux qui accompagnent pour nous protéger aussi des gros paquebots qui passent. Oui, il y a des cargos, gros cargos qui passent à cet endroit-là. Et en plus, c'est eux qui mesurent aussi beaucoup les courants parce que c'est un passage qui est très compliqué, par exemple versus la Manche, où il y a beaucoup, beaucoup de courants et donc il faut nager à une certaine vitesse et il ne faut jamais aller en dessous de cette vitesse, sinon... Et quelle est cette vitesse ? C'est 3 km/h. C'est 3 km/h. Tu nages à la brasse, en crawl. En crawl, d'accord. En crawl, c'est la nage la plus efficace. En combinaison, l'eau est un peu froide, surtout en octobre. Et donc, pour autant de temps dans l'eau, notre corps, il dépense beaucoup d'énergie à essayer de se réchauffer. Donc, la combinaison aide, une combinaison intégrale pour nager aide. Donc, une combinaison jusqu'à la tête aussi ? T'es couverte ? Juste les mains, les chevilles. D'accord. Enfin, juste les poignets, les chevilles. Et après, des lunettes et un bonnet. Et un bonnet. Pour les cheveux. Et on partait, donc on était à 3, on était avec Mathieu et Lucas. Lucas, c'est le frère de Mathieu. L'idée, c'était de rester ensemble. Il fallait absolument qu'on reste tous les 3 ensemble parce que le bateau pouvait que encadrer un petit groupe. C'est pour ça que c'est 4 maximum. C'est vraiment, faut rester ensemble. C'est pas chacun nage à sa vitesse. C'est chacun ensemble. On doit réussir cette traversée et on doit la réussir ensemble. Donc, c'est de la natation collective, là. Exactement. On se fait des relais, un peu comme en vélo aussi. Donc, si on se met derrière quelqu'un, on peut profiter de l'aspiration. Donc, on fait des relais, pareil, en natation. Et tu as une houle de combien de mètres sur cette distance ? On avait des conditions pas faciles ce jour-là. C'est dur, mais je pense qu'on avait 1 mètre, 2 mètres par endroit. On avait pas mal de vagues. Et tu dis, ce jour-là, c'est-à-dire que les 17 km, tu les fais en une journée ? Une journée, 5 heures. Ça nous a pris 5h20. 5h20 pour traverser, donc c'est quoi ? C'est le sud, donc c'est Tarifa. Exactement, c'est Tarifa, au sud de l'Andalousie, jusqu'au nord du Maroc. Exactement. Et cette aventure, c'était la première fois que moi je faisais du sport sans faire partie d'une course. Je mettais pas un dossard, je m'étais pas inscrit à une course. C'est la première fois où c'était... En fait, je faisais du sport et c'est moi qui l'avais créé, qui l'avais organisé. Et donc, avec Mathieu Lucas, comme on était tous sensibles sur ce sujet de l'environnement, on voulait aussi le faire à notre manière.
Donc, on est descendu jusqu'à Tarifa en train. On a acheté tous nos produits pour se ravitailler, pour manger pendant la natation. On les a fait nous-mêmes, on a acheté localement au marché, on les a fait zéro déchet, on n'a pas acheté des barres comme ça dans des sachets plastiques, on les a fait nous-mêmes. Donc tu le laisses sur le bateau et le bateau, vous mangez, vous remontez sur le bateau pour manger. Alors la règle, c'est qu'on n'a pas le droit de toucher le bateau. D'accord. Donc pour vraiment que ce soit une traversée, on touche l'Espagne avec la main, on part à la nage et en fait la prochaine fois qu'on touche quelque chose, c'est le Maroc avec la main pour vraiment valider cette traversée. Donc le bateau n'avait pas le droit de toucher le bateau, mais en fait il pouvait nous passer comme ça. Il y avait ma sœur aussi sur le bateau qui nous aidait, qui nous préparait notre nourriture. On avait le droit de s'arrêter 1 minute par heure, mais c'était 1 minute 60 secondes. Il n'y avait pas une seconde de plus parce qu'en fait à chaque fois qu'on s'arrêtait, le courant nous emportait et en fait on dérivait trop. Oui. Et donc tout ça, on avait préparé nous-mêmes et on avait vraiment essayé de réfléchir à l'impact qu'on pourrait potentiellement avoir avec cette aventure et essayer de le limiter un maximum. Et suite à ça, et dans le train du retour, en tout excité d'avoir réussi cette traversée, de l'avoir vraiment, c'était une réussite qui avait un goût encore plus important parce qu'on l'avait fait à notre image et donc avec toute cette excitation dans le train, on regardait sur Google Maps que seraient un peu les autres aventures possibles, les autres distances à nager. Et en rentrant à Paris, c'est là où on s'est dit mais en fait la Seine, on la voit tous les jours à Paris. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de nager dans la Seine ? Et on a commencé aussi à réfléchir un peu aux déchets et on est tombé sur un article qui nous avait beaucoup choqué, qui nous a dit que le mégot c'était le premier déchet en chiffres, en quantité qu'on trouvait dans l'océan et dans la mer, parce qu'en fait, il y a tous les mégots qui sont jetés par terre, ils finissent après dans l'océan. Et donc, on s'est dit, il faudrait qu'on crée une association pour sensibiliser là-dessus, qu'on utilise l'aventure, la nage pour parler de ça. Et de là est née un peu cette idée de créer cette association. Qui s'appelait donc Zéro Mégot à l'époque, ouais. Qui maintenant s'appelle Swim for Change. Et donc, vous avez descendu la Seine à la nage. Comment ça se passe ? Est-ce que tu as forcément des contraintes ? Tu as aussi une combinaison. Enfin, l'année dernière a été médiatisé le fait qu'ils avaient nettoyé la Seine. Donc, j'imagine que tu as plein de choses qui peuvent te rendre malade. Enfin, je sais pas. Oui, la Seine, c'était... je pense que quand on s'est lancé dans cette aventure, on n'avait pas encore trop réfléchi à toutes les contraintes de la Seine. Nous, l'idée de descendre de la Seine, c'était vraiment pour retracer le parcours d'un déchet et surtout d'un mégot. De vraiment montrer aux gens que quand on jette quelque chose par terre à Paris, il va finir dans l'océan. Même si on a l'impression d'être loin, il va finir dans l'océan parce que ce trajet, en fait, il le fait comme ce trajet qu'on allait descendre à la nage. Et donc, c'est un mégot qui pollue combien de litres 500 litres d'eau. 500 litres d'eau, c'est ce qu'on dit. Si on met un mégot dans 500 litres d'eau, en fait, il y a à peu près 4500 substances chimiques et toxiques dans un mégot. Et c'est toutes ces substances qui vont vraiment aller polluer l'eau autour, donc c'est un tout petit objet qui va vraiment avoir un gros impact autour. Et donc pour nager dans la Seine, il y avait plusieurs choses. Il y avait déjà comment est-ce qu'on se protège nous, si on va passer autant de temps à nager dans la Seine, comment est-ce qu'on va s'assurer qu'on va pas tomber malade, que tout va bien se passer, en tout cas qu'on va pas avoir de conséquences sur notre corps et notre santé. Et après, c'était les autorisations aussi, parce qu'on n'a pas le droit de nager dans la Seine, il y a un arrêté préfectoral. Et donc on a travaillé pendant plus d'1 an pour créer tout un protocole de nage, donc comment est-ce qu'on devait s'habiller, comment est-ce qu'on devait se protéger. Par exemple, on nageait avec un tuba pour pas en fait ingérer l'eau, parce que quand on nage, souvent, on nage un peu avec la bouche ouverte, il y a de l'eau qui rentre dans la bouche, et ingérer l'eau, ça pouvait on pouvait par exemple avoir de la diarrhée ou autre, ça allait pas être des choses très compliquées, mais bon, c'était quand même un risque. Donc par exemple, une des choses dans le protocole, c'était de nager avec un tuba. Et après, on a aussi fait toutes les démarches pour demander les autorisations à nager dans la Seine. Et tu me disais en début que les rats urinaient dans la Seine. Enfin, t'avais pas peur en fait d'attraper effectivement des maladies ou... Non, j'ai jamais trop cette peur quand je suis dans l'eau. Déjà parce qu'en fait, on avait beaucoup appris et donc on avait conscience. Et donc, on avait pris les bonnes mesures. Par exemple, oui, on dit qu'il y a l'urine de rat qui est dans la Seine, parce que bien sûr, avec les égouts et tout ça. Et donc, il y a une maladie qui s'appelle la leptospirose, qui est possible d'attraper, mais on s'était vacciné
Donc, en fait, on avait pris toutes les précautions pour ces choses-là. Et après, en fait, ce qu'il faut savoir, la bonne nouvelle, c'est que la Seine n'a jamais été aussi propre, que depuis 100 ans, en fait, on a vraiment fait beaucoup d'améliorations, qu'il y a encore plus d'espèces de poissons aujourd'hui qu'il y avait il y a quelques années. Donc, en fait, il faut se dire que ça va aussi dans le bon sens, que est-ce qu'elle est propre, est-ce qu'elle n'est pas propre? Oui, par rapport à une piscine avec du chlore qui est traité en non-stop, bien sûr qu'elle est moins propre. Mais aujourd'hui, elle est quand même une vraie source de biodiversité. Et quand on sort de Paris, surtout, c'est magnifique, la Seine. Il y a vraiment des belles choses à voir. Il ne faut pas oublier que c'est avant tout... Nous, c'est aussi pour ça qu'on fait ce sport. C'est pour être en nature, c'est pour être connecté à cet élément, à ce vivant autour de nous. Et donc, dans la Seine, j'ai quand même ressenti ça. Je me suis dit, je me sens vraiment connectée à ce fleuve qui a une super belle histoire et qui est aussi source de beaucoup de biodiversité. Et donc, vous nagez jusqu'au Havre. Ensuite, il y a eu d'autres traversées. Marseille, Barcelone, c'est 500 km. On en vient à parler de ce projet, grand projet, qui est la traversée de l'Atlantique. Alors, j'ai beaucoup de questions. Je ne te l'ai pas posé pour le détroit de Gibraltar, mais quand on est dans l'eau, est-ce qu'on n'a pas peur de croiser des poissons? Oui, je pense qu'on peut avoir Je parle du requin. Moi, c'est le premier. Alors, je ne sais pas où sont les requins. Je ne sais pas s'il y a des requins dans l'Atlantique. Il y a des requins. C'est chacun a un peu son rapport à ça. Ouais. Moi, je sais que personnellement, en fait, quand je nage dans l'eau, j'ai vraiment l'impression moi-même d'être un poisson et de faire partie de cette grande famille. J'ai l'impression que j'adopte une nouvelle famille et que je fais partie de cette grande famille de poissons. Et donc, comme je fais partie de cette famille et que je les aime, ils vont pas me faire du mal. C'est un peu ma manière de voir les choses. Après, oui, les requins, c'est potentiellement un danger sur cette traversée de l'Atlantique. Il y a 4 types de requins, 4 espèces de requins différents qu'on pourrait rencontrer. Certains sont plus sympas que d'autres. Le seul qui est vraiment le grand méchant, c'est le requin Longimanus, qui lui est un requin en fait qui est dans des déserts océaniques. Donc au milieu de l'Atlantique, en fait, il n'y a pas beaucoup de poissons. Beaucoup des poissons sont plutôt sur le long des côtes où il y a les corails, tout ça. Donc au milieu de l'Atlantique, il n'y a pas grand-chose. Il y a potentiellement ce requin-là qui, en plus, comme il n'y a pas beaucoup de poissons à manger, il a faim. Et donc, il va manger un peu tout ce qu'il peut trouver. Et donc, c'est un requin qui, oui, il faut faire attention parce qu'en fait, les requins, pour avoir le goût, leur sensation de goût, elle est derrière la dent. Donc, ils sont obligés de croquer pour savoir si c'est bon ou pas. Et malheureusement, ils pourraient croquer une partie de notre corps. Donc, on met en place des protocoles pour s'assurer de se protéger des requins. Déjà, les requins, on les voit venir parce que souvent, ils vont faire des petits tours autour pour essayer de préparer leur attaque. Ils vont être curieux, ils vont essayer de comprendre c'est quoi cette chose, est-ce que c'est quelque chose que je peux manger. Ils vont préparer leur attaque pour toujours attaquer par surprise. Et donc déjà, par exemple, les gens qui sont autour de nous pourront nous dire « Ah bah tiens, je vois venir un requin, on sort de l'eau tout de suite, on remonte sur le bateau ». Et après, on a aussi des dispositifs... il y a quelque chose qui s'appelle des shark bands. Donc, c'est des petits bracelets qu'on peut mettre autour des poignets qui, si jamais vraiment le requin, il s'approche à 2 mètres, donc vraiment très, très proche, ça fait un petit choc qui lui fait pas mal du tout. Mais c'est un peu comme quand nous... Un taser. Exactement. Mais c'est pas physique. Donc, c'est plus, par exemple, si on nous mettait une musique très, très aiguë, ça nous ferait un peu mal à l'oreille et on serait un peu déboussolé, on voudrait partir. Eux, c'est un peu ça. Et comme ça nous protège vraiment en dernière minute si jamais il y a un problème. Quand vous aviez fini la traversée du détroit de Gibraltar, vous étiez dans le train, vous aviez cette idée de faire une autre traversée de la Seine. Quelle a été avec Mathieu vous avez dit, on va traverser l'Atlantique à la nage. Alors, d'après tout ce que tu viens de dire, je pense que... Et on avait cette héroïne qui avait traversé à la nage la Manche. J'imagine que c'était toujours quelque chose qui était en toi et qu'à chaque nouvelle traversée, tu devais te dire, je peux aller encore plus loin. Est-ce que ça a été comme ça ou vous vous êtes dit à un moment donné, il faut qu'on fasse un truc complètement fou parce qu'on a cette envie de raconter des histoires, de sensibiliser le plus grand nombre de personnes à la protection des océans et de la nature, de la biodiversité? C'était plus ça, il faut qu'on fasse un truc complètement fou.
si on a envie vraiment d'avoir un gros impact et vraiment aller embarquer beaucoup d'enfants. On savait qu'il fallait que ce soit complètement fou. Je pense que en fait, Gibraltar, ça a quand même été ce moment de déblocage, un peu comme ce premier semi-Ironman où vraiment tu te dis, en fait, si j'ai réussi ça, je peux faire plein de choses. Et de pouvoir nager d'un pays à l'autre, une fois qu'on a réussi ça, on se dit, mais ça veut dire qu'en fait, je pourrais faire plein de choses. Et donc après, je pense que l'Atlantique était un peu une petite idée dans le coin de la tête, mais il y avait encore ce impossible avant le fait que ce soit possible. Et c'est des amis à nous qui ont fait la traversée en bateau. On en parlait avec eux et qui nous ont dit, et moi je leur ai posé un peu comme ça naïvement la question, mais quand vous avez traversé l'Atlantique en bateau, vous regardez un petit peu autour de vous, est-ce que vous vous êtes dit, tiens, ce serait peut-être possible de nager ? Et eux, qui ne sont pas du tout nageurs, ont dit, mais oui, bien sûr, je pense que ce serait possible de nager. Et en fait, vient un peu avec ce commentaire-là, peut-être que c'est possible. Et peut-être qu'on pourrait réellement réaliser cette aventure. Et l'envie derrière, c'est de se dire, comment est-ce que, si on fait une aventure aussi folle, comment est-ce qu'on peut vraiment embarquer un maximum de monde et avoir un vrai impact derrière, et quel est l'impact qu'on a envie d'avoir derrière ça. Qui a dit oui en premier entre toi et Mathieu ? On se l'est tous les deux dit ensemble. En fait, souvent avec Mathieu, quand on doit décider quelque chose et même des trucs tout bêtes, on dit en même temps, on se dit, 1, 2, 3, on dit notre réponse. Ah, génial. Et comme ça, parce qu'en fait, si l'un parle avant l'autre, là, il va forcément influencer l'autre. Donc souvent comme ça, en fait, quand on sait qu'on a tous les deux des choses en tête, on se dit, 1, 2, 3, on se le dit. Avant de venir sur un peu la préparation de cette traversée, j'ai trouvé une stat que tu disais dans une interview, c'est qu'aujourd'hui, vous voulez sensibiliser les enfants parce qu'un enfant sensibilise 7 adultes. Pourquoi pour toi, il y a une telle résistance des adultes à la protection de la nature ? Pourquoi c'est sainement difficile de changer de paradigme et de changer les mentalités des adultes ? Alors, je ne sais, je pense que la réponse à cette question est longue, mais il y a quelque chose que j'ai appris il y a quelques semaines qui m'a vachement interpellée là-dessus. Quand on a une information qui nous choque, qui nous fait ressentir des émotions, quand on prend un enfant et un adulte, un enfant, cette émotion, cette envie d'agir, cette réaction, il va la ressentir pendant beaucoup plus longtemps. Elle peut durer vraiment quelques jours, quelques heures, il va vraiment la ressentir assez longtemps. Qu'un adulte, ce sentiment choqué, enragé, j'ai envie de faire quelque chose, ça va durer très peu en temps en fait. Donc l'enfant, lui, a le temps de se dire qu'est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais réagir, comment est-ce que je vais changer mon comportement, comment est-ce que j'ai envie d'agir là-dessus. Qu'un adulte en fait, en quelques minutes passe à quelque chose d'autre, c'est bon, c'est passé, je ressens plus cette émotion. Et donc je pense que déjà ça explique beaucoup de choses. Qu'en fait, je pense qu'adulte, on voit beaucoup de choses autour de nous, on est submergé par plein d'informations et qu'en fait, ça nous passe un peu, ça nous coule un peu sur la peau et on laisse pas assez l'émotion vraiment s'asseoir, être là, la ressentir et donc se dire comment est-ce que cette émotion-là, comment est-ce que je vais la transformer en action en fait. Et dans cet laps de temps, il aura plus de personnes avec qui il va pouvoir en discuter. Exactement. À l'école. Exactement. Un enfant qui apprend quelque chose à l'école, qui va le révolter, on va lui dire tiens, il y a tant de tonnes de plastique dans l'océan. Le soir, il va en parler à ses parents. Ça va encore trotter dans sa tête. Il va se dire oui, en fait, demain, si on fait les courses, il faudrait acheter moins de plastique. En fait, toutes ces choses-là. Et donc, l'enfant, en fait, dans cette période-là, peut déjà agir et faire beaucoup de choses. C'est pour ça que pour cette aventure, vous embarquez les enfants avec vous. Comment on va pouvoir suivre votre aventure nous, alors déjà, les auditrices et les auditeurs de Nouvelles Héroïnes, qu'est-ce que vous allez faire pour les enfants pour suivre tout ce parcours qui va durer au moins 3 mois, c'est ça ? C'est ça. La partie natation, qui est entre le Cap-Vert et la Guadeloupe, va durer à peu près 3 mois. En nageant tous les jours, on a 3800 km à nager, donc à peu près 3 mois de nage avec Mathieu. Nous, pour nous suivre, on a créé en fait avec la Water Family, qui est une association qui sont vraiment experts sur ces sujets de
contenu et création de contenu pédagogique autour de l'environnement et de l'eau. Un parcours pédagogique, donc c'est un parcours qui dure 3 mois, qui dure le temps de cette aventure, surtout pour déjà avant tout destiné pour les enseignants et donc pour faire avec leurs élèves, mais ça peut aussi être très bien fait par des parents qui prennent le temps de le faire avec leurs enfants, par exemple le week-end. L'idée, c'est que chaque semaine, l'enseignant et donc les enfants vont recevoir la thématique de la semaine. Donc, on va apprendre sur toutes les thématiques autour de l'océan. On va apprendre sur la pêche, la pollution, la biodiversité, vraiment pour aller en détail et comprendre tous les enjeux qu'il y a autour de l'océan. À chaque fois avec des activités à faire pour apprendre, mais aussi une vidéo pour aller qu'on va créer avec Mathieu pour aller un peu plus loin dans les sujets, un petit podcast pour suivre l'aventure, et il y aura bien sûr aussi la carte ou de voir où on en est dans notre aventure, et plein de challenges et d'activités aussi à faire par les enfants. Donc c'est un parcours où on espère en fait au bout de ces 3 mois, on va avoir des enfants qui ont déjà se sentent connectés à l'océan. Donc par notre aventure, par toutes les émotions que nous, on va leur partager. Et après, qui auront réellement compris aussi les enjeux et les problématiques aujourd'hui qu'on a à l'océan. Et même si on vit au milieu de la France et qu'on a l'impression vraiment d'être loin de l'océan, qu'en fait, elle a un impact chaque jour sur nous et que nous, surtout, on a un impact sur elle. Alors, comment tu te prépares physiquement à cette traversée ? Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans cette préparation. J'ai dû un peu faire des choses nouveaux dans cette préparation. J'ai dû faire de la musculation que je faisais jamais avant. Et donc, c'est assez bizarre parce que ça a aussi fait encore changer mon corps. Donc, j'ai un peu l'impression d'être revenue à cette adolescence où mon corps avait tellement changé. Et là, je vois que mon corps est encore en train de changer avec cette préparation. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a déjà une phase où il faut vraiment apprendre la technique de la natation. La natation, c'est un sport très technique. Il faut avoir une technique parfaite si on veut pas se blesser, parce qu'avec les milliers de coups de bras qu'on va faire, un petit coup de bras qui est pas parfait peut créer des douleurs aux muscles et autres. Tu peux avoir des crampes, des tendinites. Donc vraiment besoin de perfectionner la technique. La deuxième phase, c'est de la musculation. Donc vraiment faire travailler les muscles, s'assurer qu'ils sont prêts et qu'ils vont être prêts pour cette traversée. En plus, ça nous permet de ne pas trop se blesser. Si on a des muscles qui sont prêts à engendrer tous ces efforts, ils vont moins se blesser. Et après, faire beaucoup de volume de natation. Donc actuellement, je suis en train de nager à peu près 6 km, donc 2 heures de natation par jour, 5 fois par semaine. Tu vas nager 5 heures par jour, c'est ça ? Ouais, 5-6 heures. 5-6 heures par jour. Mm-hmm. Donc nous, sur la Terre, on a un agenda, on a un planning, on a une to-do list. Toi, est-ce que tu as une to-do list quand tu nages ? J'ai surtout une to-do list de mes pensées. Donc moi, ma journée, par exemple, sur le bateau, ça va être le soleil, il se réveille à 6 heures. C'est entre 6 heures et 18 heures parce qu'on est proche de l'équateur. Donc moi, par exemple, mon agenda de la journée, ce sera nager entre 6 et 8 heures. Après, j'ai 2 heures. Mathieu prend le relais pour 2 heures. Donc après, moi, je nage entre midi et 14 heures. Et après, je fais 16 heures à 18 heures. Et donc, j'ai un agenda aussi de pensée. Donc je vais dire, pendant les premières 2 heures, je vais penser, par exemple, je vais créer dans ma tête ma future maison de mes rêves. Ça, je vais réfléchir à ça. Après, les 2 prochaines heures, je vais réfléchir à autre chose. Moi, j'aime beaucoup créer des histoires d'amour dans ma tête. Donc, je crée une histoire d'amour. J'ai entendu ça. Je crée une petite histoire d'amour dans ma tête. Et je planifie aussi mes pensées pour pas m'ennuyer et toujours garder le moral et le mental en nageant. J'ai entendu aussi que tu allais chanter. Je chante aussi, oui. J'aime beaucoup chanter et j'aime beaucoup aussi écrire des chansons. Donc, des fois, je chante. Des fois, j'essaye de réfléchir un peu à des paroles pour des chansons. Et qu'est-ce que tu chantes comme chanson ? Moi, je suis très femme, beaucoup de chanteuses femmes. Donc, j'écoute beaucoup un peu de Beyoncé. T'es sûre. D'ailleurs, je la vois ce soir en concert. Ah bon ? C'est pour ça que t'es à Paris ? Exactement. Ah, génial. Donc, beaucoup de Beyoncé, de Rihanna, de Taylor Swift. Enfin, voilà, beaucoup de chanteuses femmes. Je pense que j'aime beaucoup leurs chansons parce que je m'identifie aussi beaucoup à leurs chansons. Il y a une énergie incroyable.
Il y a une énergie qui est folle. Donc, tu as une préparation physique, tu as une préparation mentale, parce que tu pars pendant 3 mois. Qu'est-ce que tu travailles mentalement? Alors, tu seras avec ton mari, mais c'est d'être loin de ta famille, c'est d'être focalisé sur l'arrivée? Il y a plein de choses à travailler mentalement. Bien sûr, déjà, c'est d'être loin de sa famille. Moi, ça va être la première fois que je vais passer Noël sans ma famille. On sera sur le bateau au milieu de l'Atlantique. Donc déjà, préparer ça. De vivre aussi en communauté, de vivre toujours avec, on va être 6 sur le bateau, sur un petit bateau quand même, et donc dans un espace confiné. C'est un peu le un bateau à voile. Un bateau à voile, un catamaran. Donc vivre un peu un confinement plus au milieu d'Atlantique en étant un peu fatigué. Il y a aussi tout ce travail mental en couple. Donc bien savoir communiquer entre nous, savoir parler entre nous. Vous avez fait une thérapie? On a fait une thérapie de couple, bien sûr. On est aussi 2 personnalités très différentes, donc mieux comprendre l'autre pour savoir que voilà, lui, quand il réagit dans cette situation, il réagit comme ça parce qu'il est comme ça, et voici comment ce que moi je peux faire pour l'aider dans cette situation-là. Et après, le gros travail mental sur moi, c'est plus cette confiance en moi. En fait, j'ai beaucoup de mal, surtout après une aventure, de me sentir fière. Même quand je regarde un peu les aventures précédentes, j'ai déjà du mal à dire que c'était moi, et j'ai du mal à me sentir fière de ces aventures, parce que je me dis toujours mais en fait c'est grâce aux autres et moi j'étais juste rien là-dedans. Enfin, j'ai vraiment du mal à ressentir cette fierté. Et donc là, je suis en train de beaucoup travailler un peu cette confiance en moi pour me dire comment est-ce que cette aventure qui va en plus durer très longtemps, comment est-ce que même déjà au milieu, quand on aura atteint la moitié, je vais pouvoir me dire mais en fait je suis déjà fière de ces premiers mois de nage, et déjà je suis fière d'en arriver là, parce que pour l'instant j'ai du mal à ressentir ça. Comment tu gères les règles? Parce que dans l'eau on les a pas. Comment ça se passe? Alors moi déjà mes règles, et c'est ma mère qui m'avait trouvé ça déjà il y a presque 10 ans maintenant, et je suis trop contente, c'est que moi j'ai une coupe menstruelle et c'est la seule chose que je mets, et c'est trop bien déjà pour faire du sport et ça donne une vraie liberté, et en plus pour sa santé, son bien-être aussi, c'est un produit qui n'agit pas sur le corps, qui laisse pas de traces. Donc vraiment, c'est un bon confort. Et donc sur le bateau, et quand je fais des aventures comme ça, le problème, c'est que si on n'a pas de poubelle, on peut pas jeter nos déchets comme ça, surtout des protections menstruelles qui sont en plastique. Donc j'ai cette coupe menstruelle que je mets donc la journée, même si on n'a pas nos règles quand on est dans l'eau. En fait, aussitôt que tu sors, tu les as. Donc juste le temps de sortir de l'eau, de ranger son maillot, sa combi, j'aurai mes règles, donc c'est compliqué. Donc je mets toujours la coupe, et en fait comme ça, je me prends juste une petite douche le matin et le soir, parce que je trouve que c'est le plus facile juste de le faire sous l'eau, sous une douche, pour le vider comme ça. Et après, tous les mois, on aura quand même du gaz à bord pour quand même réchauffer. Donc, je pourrais réchauffer dans de l'eau bouillante, en fait, pour bien la nettoyer. Parce que comme on va passer 3 mois, j'aurai au moins 3 fois mes règles pour bien la nettoyer pour le prochain mois. Et après, la nage, c'est un sport où, même si on a des crampes, comme on est à l'horizontale, ça va normalement. En tout cas, je sens que j'arrive quand même à nager, même si j'ai des crampes. Je sais que courir, par exemple, c'est très, très dur. J'essaie de faire un marathon en ayant mes règles. C'est mal fini. Mais nager, je me dis que j'arrive quand même à nager, même en ayant des crampes ou autre. Après, je sais que la semaine où j'ai mes règles, j'ai plus de douleur. Je ressens plus mes épaules, tout ça. Et c'est vraiment quelque chose que je vois pendant l'entraînement. Donc, c'est peut-être des semaines où, oui, je vais être plus sympa avec moi. Je vais peut-être nager un peu moins, c'est pas grave. Il faut aussi savoir s'écouter, écouter son corps dans ces moments-là. Et donc, quel est pour toi ce mantra qui va te poursuivre pendant toute cette traversée? Est-ce que tu vas avoir une phrase le matin que tu vas te dire, que tu te prépares? Je pense à, parce qu'on me l'a dit il y a quelques jours, mais je pense à Dory dans Nemo, qui elle chante Just keep swimming, just keep swimming, just keep... Donc je pense qu'il y a quand même un petit peu de ça, parce que c'est un mantra, un bon mantra. Mais après, je sais que tous les matins, en fait, j'ai envie de retrouver cette joie d'aller nager, d'avoir hâte d'aller nager, et donc de mettre la musique, de s'ambiancer, de me dire voilà, j'ai hâte de sauter dans l'eau et d'aller nager. Et tant que j'ai ça, je sais que tout ira bien, en fait. C'est le jour où je perds cette envie-là que ça va commencer à être compliqué.
On arrive à la fin de cette interview, donc je vais te demander quel est le message que tu donnerais à Chloé dans 20 ans. C'est pas facile. Le message que je donnerais à Chloé dans 20 ans, je pense que c'est un vrai message de plus de soutien en se disant mais fais-toi confiance, sois fière de toi. C'est déjà si dans 20 ans j'arrive à être fière de moi, à me faire confiance et à pas me mettre de limites, pas me freiner, ce serait déjà très très bien. Et le message que tu transmettrais aujourd'hui aux auditrices du podcast? C'est vraiment le message de se faire plaisir et juste en fait de profiter, d'avoir de la joie dans tout ce qu'on fait. Si on a envie de commencer un nouveau sport ou de se lancer dans quelque chose, de s'engager, en fait, avant tout, il faut trouver le plaisir, il faut que ça nous donne envie, qu'on ait envie de le faire. Il ne faut pas se forcer à faire des choses qu'on vraiment on n'a pas du tout envie de faire. Donc, juste de vraiment avoir beaucoup de joie dans notre quotidien et surtout de se faire plaisir tous les jours. Il y a quelqu'un qui m'a donné ce conseil récemment, qui m'a dit, mais en fait, faut que chaque jour, tu te fasses quelque chose qui te fait réellement plaisir. Manger la petite glace qui te fait plaisir, faire cette petite marche qui te fait plaisir, écouter cette musique qui te fait plaisir. Parce qu'en fait, des fois, moi, je réalise que pendant des mois, je me fais pas plaisir une fois, que j'allume pas cette bougie vraiment juste pour moi, que je l'allume pour les autres, mais que je l'allume pas pour me faire plaisir à moi. Donc vraiment se faire plaisir à soi tous les jours. Et j'ai une question parce qu'il y a des auditeurs aussi sur ce podcast. Je crois que c'est un homme qui avait traversé à la nage l'Atlantique, Ben Lecomte. Mm-hmm. Aujourd'hui, tu casses le stéréotype, c'est-à-dire que tu vas traverser cet immense océan avec ton mari. Est-ce que pour toi, c'est aussi de montrer aux garçons qu'une fille peut le faire? Qu'est-ce que tu aimerais passer comme message aux garçons qui écoutent, qui peut-être au cours de natation, ils sont plus nombreux que les filles, qu'en cours d'ingénieur, en école d'ingénieur, ils sont plus nombreux que les filles? Qu'est-ce que tu aimerais passer comme message? C'est pour montrer aux garçons, mais c'est déjà pour montrer aux filles, en fait, que c'est possible. Après, le message pour les garçons, c'est pas facile pour eux, mais c'est de reconnaître qu'il y a une différence, mais pas agir d'une manière très différente. Moi, je pense que tu vois, par exemple, en école d'ingénieur, souvent, les garçons, ils voulaient pas que ce soit moi la chef. Ils étaient dérangés par le fait que ce soit moi qui soit la chef du groupe. En triathlon, en course à pied, moi, le nombre de garçons qui me disaient « Mais j'ai vraiment du mal, Chloé, quand tu me doubles. » En fait, c'est accepter que oui, une femme, elle peut courir plus vite que vous. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas un bonhomme. C'est juste, ok, c'est une femme qui est très forte et qui court peut-être plus vite que vous. Vous êtes peut-être plus forte qu'elle dans plein d'autres sports. Oui, ça peut être une femme qui est votre chef dans ce groupe. Et c'est pas grave, c'est ok, respectez-la pareil. Donc c'est plus de vraiment de laisser un peu cette place aux femmes et de ne pas se sentir affaiblie par rapport à ça, pas se sentir dérangée par rapport à ça et juste de l'accepter et d'être fière de ça et ok avec ça. On revient toujours à cette fierté. Exactement. Merci beaucoup Chloé. Merci. Nouvelles héroïnes. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Nouvelles héroïnes. C'était un format un peu différent de ce que je te propose d'habitude et j'aimerais beaucoup savoir ce que tu en as pensé. Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que ça t'a inspiré? Est-ce que tu aimerais plus de conversations diffusées sur le podcast pour la prochaine saison? Tes retours comptent vraiment parce que ce podcast, je le construis aussi avec toi. Alors écris-moi sur Instagram, nouvelleshéroïnes.podcast ou par email. Je lis tout et tes messages me donnent l'énergie de continuer à raconter ces histoires. Merci d'être là, merci de faire vivre ces voix. À très vite pour la découverte d'une nouvelle héroïne. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.